Bonjour et merci d'être avec nous dans cet hebdo de la semaine, le résumé en 15 minutes chrono des temps forts de ces derniers jours. Et l'actualité de cette semaine, c'est bien sûr la rentrée des classes ce lundi. Nous étions présents à 8h30 ce matin-là à l'école d'application Moulin Rouge de La Roche-sur-Yon. 95 élèves de maternelle et 155 en classe élémentaire y ont à nouveau enfilé le cartable. Colline Davy a recueilli leurs impressions. C'était tranquille, elle s'est revenue en bonne forme et en bon état, elle était contente de revenir à l'école, c'est ça. Je suis contente de rentrer en classe de CM1 car je suis pas avec ma sœur et aussi car je suis avec plein de copains. Elle est toute contente. Bon, sauf que cette année, elle va avoir des devoirs à faire et ça l'amuse beaucoup moins. Les objectifs, comme je l'ai dit aux parents, ça va être fédérer un groupe, apprendre à se connaître, construire un cadre explicite pour tout le monde, transparent, un cadre protecteur comme je vous l'ai dit, afin que tout le monde sache dans quelles conditions devront se construire les apprentissages cette année. Une nouvelle carte scolaire en pleine rentrée pour la Vendée. Jeudi matin, en présence de la rectrice de l'académie, 9 ouvertures de classe et 6 fermetures ont été demandées. Une carte qui a été refusée à la majorité. Jean-Jacques Bobin de la FSU 85 explique les raisons de ce vote. On s'est fait entendre au niveau de la région, qui ne nous a pas donné de réponse satisfaisante. Voilà. Et c'est pour ça aussi qu'on milite pour une école de proximité. Peut-être pour contourner aussi cette problématique de transport scolaire. On demande davantage de personnel pour permettre un climat scolaire apaisé et puis pour permettre aussi d'obtenir un mieux vivre des élèves au sein de leur école et donc du coup de faciliter leur apprentissage. Et pour protester contre la fermeture d'une classe, les parents d'élèves de l'école du Sablot de Venanceau organisaient une manifestation vendredi à 16h devant l'établissement. La rentrée, c'est la journée choisie par Sarah El Haïry, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique, pour effectuer une visite à Saint-Jean-de-Mont. Elle s'est rendue au centre périscolaire de l'école de la plage pour mettre en lumière une cantine exemplaire. Certains établissements font le choix d'une rentrée en 2 temps. Le premier jour consacré aux nouveaux arrivants et le second à la totalité des effectifs. C'est le cas du lycée Jean 23 aux Herbiers. Ce lundi, seuls les 300 élèves de seconde y faisaient leur premier pas. Le moyen pour apprivoiser en douceur leur nouvel environnement. Le reportage de Julie Morini. L'heure de la rentrée a sonné pour les élèves de seconde du lycée Jean 23 aux Herbiers. Ils avaient l'établissement rien que pour eux ce lundi. L'équipe pédagogique met un point d'honneur à leur intégration. Pour nous, le lycée, c'est un lieu d'éducation et de vie. Et pour bien réussir ses études, pour bien grandir, pour devenir adulte, il faut se sentir bien dans son environnement. Donc clairement, pour nous, la priorité, c'est d'abord le bien-être intellectuel du jeune pour le rendre disponible à ses apprentissages. Il faut dire que pour ces 300 jeunes, l'enjeu est de taille. Nouveaux professeurs, nouveaux camarades, mais aussi nouvelles matières. J'ai pris management et gestion et euro, anglais, histoire géo. Je fais section euro, histoire. BAI pour le brevet aéronautique et sciences des laboratoires. Moi j'ai pris athlé. Le proviseur l'a bien rappelé. Chaque année maintenant, des échéances concernant leur orientation vont avoir lieu. Les professeurs principaux prennent ce sujet très au sérieux. Cette nouveauté, c'est la seconde générale et technologique qui amène derrière vers plutôt la voie générale et technologique. Donc nous, l'idée cette année en tant que professeur principal, c'est de faire il y a un temps lié à l'orientation qui est assez important, qui va nous permettre de leur présenter un peu les différentes voies, alors générale, technologique, mais finalement aussi professionnelle, des élèves qui peuvent se destiner à quitter l'établissement ensuite. Et certains élèves ont déjà une idée bien précise de leur avenir. Moi j'aimerais bien devenir juge. Donc voilà, et en fac de droit et voilà, pourquoi pas. Je veux faire vétérinaire et au cas où si je peux pas, j'ai toujours plusieurs options que je veux faire. Je vais voir, je pense que je vais faire des stages, essayer, voir ce qui pourrait m'intéresser. C'est parti donc pour 3 ans au lycée. Tous sont prêts pour cette année pleine de changements et de défis.
Adeline Boutin, c'est le nom choisi pour le nouveau lycée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 2 ans après son inauguration, l'établissement rend donc hommage à cette Vendéenne pionnière de la carte postale. Pour ce baptême, élus et descendants d'Adeline Boutin étaient réunis ce mardi. Julie Morini. Je veux vraiment de tous nos nouveaux lycées que ce soit le nom d'une femme, et puis une femme méconnue sur le territoire, qui mérite d'avoir les feux des projecteurs. Et c'est le cas d'Adeline Boutin, justement, pour la faire connaître à toute une génération avec des messages, à leur faire passer des messages forts, parce que c'est une femme qui s'est battue, force de travail et d'engagement, et je trouve que c'est un beau message à faire passer pour les jeunes. En tant que descendante d'Adeline, évidemment, nous sommes très fiers et honorés que cet immense, gigantesque et très beau lycée porte son nom, bien entendu. C'est un grand jour. Et l'autre événement de la semaine, c'est le démarrage des vendanges. Les récoltes pour le millésime 2023 ont été lancées depuis quelques jours sous une météo chaude et ensoleillée. Le cépage Pinot Noir est l'un des premiers à être récolté. C'est le cas dans le vignoble Moura de Mareuil-sur-l'Édissé, où l'on vendange le blanc de noir, un vin pétillant d'exception. Le reportage de Grégoire de Châtillon. Avec cette chaleur, les raisins sont récoltés dès 7 h du matin et jusqu'au début de l'après-midi. Ils sont ici une dizaine de vendangeurs à récolter le pinot noir sur cette petite parcelle. Aujourd'hui, c'est la première fois que Sandrine récolte du raisin. Moi, j'adore comme ça être dehors, au contact de la nature. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Après, je dis pas dans quelques heures pour le dos ou quelques jours, mais pour l'instant, franchement, c'est cool. Le pinot noir est l'un des cépages vendangés parmi les premiers. Du raisin noir ici pour du vin blanc pétillant. Ce raisin est destiné à l'élaboration d'une cuvée de prestige pour le vignoble Moura. Un vin travaillé comme le champagne, alors la qualité prime et se joue aussi dans la récolte du raisin. On est en méthode traditionnelle, c'est pour ça qu'on les met dans des caisses, pour éviter que le raisin soit abîmé. Et le but, c'est qu'il arrive en grappe entière à la cave. Donc oui, on est vraiment dans l'exception. Et on opère même un tri pendant la récolte pour avoir vraiment que les plus belles grappes. Un vin effervescent, bio, ramassé à la main, qui prend maintenant la direction du pressoir. On va presser délicatement. On va récupérer notre jus par gravité et ensuite on va le soutirer demain matin, on va le soutirer et lancer la fermentation demain matin. La Vendée sait de mieux en mieux faire pétiller son vin. Nous, ça fait déjà une petite dizaine d'années qu'on sait faire des bulles. Forcément, on apprend tous les ans, chaque millésime est différent. Aujourd'hui, on a fait notre base qui va être assemblée avec les 3 millésimes précédents, donc 2022, 2021 et 2020, qui vont représenter à peu près un quart de l'assemblage. Un blanc de noir extra brut qui demande beaucoup de travail, une bouteille d'exception pour la Vendée qui s'affiche alors à 15,90 € à la cave en 2023. 2023, une année qui s'annonce plus largement pour les vins des fiefs vendéens comme un bon millésime, tant en quantité qu'en qualité. À consommer avec modération, évidemment. Et si le sujet vous intéresse, ne manquez pas les replays de Vivez la Vendée de ce jeudi et vendredi. Ils sont consacrés aux vendanges et au pressurage au domaine de la Barbinière de Chantonnay. Prenons maintenant la direction des Sables d'Olonne pour découvrir une nouvelle phase de travaux sur le Remblai, la construction d'un chasse-mer. Objectif, faire face aux risques de submersion marine et aux inondations. La promenade va être élargie de 64 cm et un parapet va être aménagé au niveau du phare rouge. Nous allons commencer les travaux de surface et les travaux de protection contre la mer avec un mur chasse-mer pour éviter les chocs violents de la mer sur l'ouvrage qui protège la ville et la ville. Et ce sont des travaux qui vont nous emmener jusqu'à la place des présidents jusqu'en 2025. Donc on a 2 ans de travaux devant nous pour réaménager ce petit kilomètre de bord de mer aux Sables d'Olonne et faire en sorte qu'il puisse être adapté au vélo, aux piétons et aménagé, végétalisé, parce que la ville des Sables est une ville très minérale et on veut essayer de la végétaliser au maximum. Jennifer, Lazara, Black M ou encore Sinsemilia, quelques noms parmi les nombreux artistes que l'on attend ce week-end pour le festival Facessi à Mouilleron-le-Captif. Pour cette 24e édition, 500 bénévoles s'activent pour préparer le site. Colin Davis est glissé parmi eux ces derniers jours avant le festival.
Poser la scène, rouler les sangles, tous ici mettent du cœur à l'ouvrage pour préparer facéties. On va rester comme ça, Eric, pour l'instant. Très bien. Car pour recevoir la foule et les stars dans les meilleures conditions, il faut penser à tout. S'occuper de tout le positionnement des tentes, de la tribune, de la scène, de l'espace PMR. Donc voilà, l'idée c'est l'implantation du site. Jeudi soir, dernier délai, il faut que tout soit prêt. À partir du moment où les premières notes de musique sortent des enceintes et que la lumière commence à briller, là on sait qu'on a bien travaillé. C'est ça l'idée. Et du travail, certaines en fournissent depuis bien longtemps. Les tricoteuses sont à pied d'œuvre depuis juin pour façonner les décors du site. De quoi mettre un peu de couleur au milieu des pierres. Ça rend bien. Hein. Nous sommes en train de décorer la toile de jute avec facéties qui a été tricotée par une dizaine de tricoteuses. On a rassemblé les carrés pour faire les lettres. Ce qui est agréable, c'est de voir la réaction des festivaliers. Même des acteurs, des chanteurs et tout, ils sont contents. Grâce à ces retours d'expérience et la régularité des bénévoles, le festival évolue d'année en année. Il n'y aura pas de stand devant ça ? Non, on n'a pas de stand de ce côté-là. Justement, on veut profiter de cet espace-là pour pouvoir en profiter pleinement. Avec à chaque fois de nouveaux décors et de nouvelles idées. C'est pas un travail sur la semaine, c'est un travail de longue haleine qui se prépare, on va dire, dès la semaine prochaine. On va déjà penser au festival prochain, les 25 ans, pour voir de quelle manière on articule, apporter des corrections, apporter des innovations pour permettre d'avoir un festival où on a tous envie de se retrouver. Et avant de fêter la 25e édition, tous pourront déjà se retrouver ce week-end. Facéties débute ce vendredi. Et ce week-end est décidément chargé, puisque du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie se déroule ce samedi la 9e édition de la Nuit des Jardins. Alors, le quartier change chaque année et cette fois-ci, rendez-vous est donné dans celui du Bois-Vinet. 11 propriétaires ouvrent les portes de leur jardin pour accueillir des artistes extrêmement différents. Petite balade en bord de mer avec Grégoire de Châtillon. Le quartier de Bois-Vinet, avec sa plage et ses jolies villas balnéaires, parmi lesquelles peut-être la plus belle, le domaine de Bois-Vinet, tel un petit château situé face à la mer. La maison et son jardin serviront à nouveau d'écrin pour la Nuit des Jardins. Je trouve ça extraordinaire de recevoir des artistes, des créateurs, même cette année un défilé de mode, donc je trouve ça vraiment extraordinaire. Depuis 27 ans, c'est la résidence principale de Françoise et Marcel Dupin. La maison a été construite en 1888. En 1888, ça ne parle peut-être pas à tout le monde, mais c'est quand même l'année précédente de la construction de la Tour Eiffel, donc ça c'est un petit clin d'œil qui est très sympa. Sur place, en plus d'un défilé de mode prévu à 21h, de nombreux artistes viendront exposer leurs œuvres. Un peu plus loin, au pied de la Villa Saint-François, les visiteurs pourront découvrir le travail d'une mosaïste. On ouvre avec plaisir la maison au public puisque tout le monde peut rentrer dans le jardin. Je trouve que c'est une bonne opportunité de s'ouvrir un petit peu sur l'extérieur. On est peut-être trop souvent enfermé derrière des grilles, des maisons, des portails, des portes blindées. Non, s'ouvrir, c'est génial. 11 maisons pour 21 artistes et artisans d'art, s'ouvrir à l'art et aux visiteurs dans le cadre d'un parcours artistique à la découverte de lieux intimistes. C'est le concept de la Nuit des Jardins à Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui se déroule dans ce fameux quartier de Bois-Vinet. Il faut savoir qu'à l'origine, ici, c'était un bois Vinet. Comme son nom l'explique, c'était un immense bois de pin, bien sûr après qui a été urbanisé, loti, pour des familles aristocratiques à l'époque. À l'époque, ce sont des familles aisées. Un quartier qui, sur la corniche vendéenne, est devenu depuis la fin du 19e siècle un lieu de villégiature à la mode. De la mode à l'art, il n'y a qu'un pas pour sublimer Bois-Vinet ce samedi. Et voilà, la 9e nuit des Jardins, c'est à découvrir donc ce samedi de 14h30 à 23h. Il est temps de refermer cet hebdo de la semaine. Merci de l'avoir suivi avec nous. Le retour de l'actualité, vous le savez, ce sera à partir de lundi 7h dans votre matinale et ce sera bien sûr en compagnie de mon confrère François Pérez. Passez un très bon week-end et à bientôt sur Télé Vendée.